Le diabète représente un groupe de maladies métaboliques caractérisé par une hyperglycémie chronique et permanente, résultat soit d'un défaut de sécrétion de l'insuline ou de l'action de l'insuline ou de l'association de ces deux anomalies. L'insuline étant une hormone produite au niveau du pancréas et qui permet l'utilisation du sucre par les cellules de l'organisme. Les différents types de diabète sont regroupés dans une classification. Et nous avons 4 grands groupes. Le diabète de type 1, le premier groupe, qui touche essentiellement les sujets jeunes. C'est un diabète en fait lié à une carence en insuline, c'est-à-dire que les cellules bêta du pancréas, qui sont les cellules productrices d'insuline, sont détruites par un processus soit auto-humain ou par un processus idiopathique, c'est-à-dire de cause non connue, ce qui va entraîner une carence insulinique imposant un traitement uniquement par l'insuline. On a le diabète de type 2 qui est le diabète le plus répandu. C'est le diabète que l'on peut prévenir et c'est le diabète de l'insulinorésistance. Le troisième grand groupe est représenté par le diabète gestationnel qui survient chez la femme au cours de la grossesse. Le dernier groupe, il s'agit des autres types spécifiques de diabète, dans lequel nous allons retrouver des diabètes de cause génétique. Nous pouvons avoir des anomalies génétiques liées à l'action de l'insuline, des anomalies génétiques liées à la sécrétion de l'insuline, des anomalies génétiques entrant dans le cadre de syndromes génétiques beaucoup plus complexes. Nous pouvons également avoir des diabètes liés aux endocrinopathies, des diabètes liés aux pathologies du pancréas exocrine, des diabètes secondaires à des infections. Et nous pouvons citer comme exemple la rubéole, les oréons. Nous pouvons également avoir des diabètes de cause iatrogène, c'est-à-dire des diabètes dus à des toxiques, exemple le mercure chez les orpailleurs ou à certains médicaments. Et entre autres, on peut citer les corticoïdes, certains diurétiques et certaines classes thérapeutiques d'antirétroviraux. Nous pouvons également avoir dans ce groupe des diabètes entrant dans le cadre du processus auto-humain qui ne sont pas des diabètes de type 1. Comment se manifeste le diabète? C'est une question intéressante et je vais commencer par parler du diabète de type 2. Le diabète de type 2 peut rester longtemps asymptomatique et c'est ça qui fait l'intérêt capital du dépistage. Parce que tant que le pancréas parvient à compenser l'insulinorésistance, le diabète ne se manifestera pas. Seulement plus tard, certains signes vont apparaître et on a des signes qui sont plus importants. Et ces signes seront beaucoup plus marqués chez le diabétique de type 1. Et il s'agit en fait de la polydipsie, qui est une sensation excessive de soif, accompagnée d'une polyurie, des envies fréquentes d'uriner, et une polyphagie, c'est-à-dire un appétit beaucoup plus grand, contrastant avec un amaigrissement. On peut également avoir une asthénie qui peut être globale, c'est-à-dire physique, psychique, intellectuelle et même sexuelle. Et ces 4 anomalies-là sont regroupées, et ces 4 symptômes plutôt, sont regroupés en syndrome, appelé syndrome cardinal du diabète. Mais à côté de ce syndrome cardinal-là, il y a des signes aussi à ne pas négliger. Et ces signes à ne pas négliger, on peut avoir une vision floue, un retard de cicatrisation, des infections à répétition, essentiellement les infections cutanées, génito-urinaires et les infections ORL. On peut avoir également un prurite généralisé, c'est-à-dire que le corps qui gratte un peu partout, un retard de cicatrisation et on peut aussi avoir des picotements avec des engloutissements et des membres. On peut également avoir des difficultés de concentration. Les causes ici du diabète, je vais parler des causes de l'épidémie. Nous avons plusieurs causes. Premièrement, les excès d'apport énergétique dans l'alimentation. Deuxièmement, l'inactivité physique. Troisièmement, les modifications de la flore intestinale dans la population. Et également les modifications des déterminants psychologiques, c'est-à-dire que l'apparition du stress. Voilà, le stress est de plus en plus important dans la vie quotidienne des populations. Voilà, et difficile aussi à gérer. Et toutes ces causes-là pourraient expliquer l'ampleur en fait du diabète. Les facteurs de risque sont nombreux et nous avons beaucoup de facteurs de risque qui sont modifiables, heureusement. Et c'est l'action de prévention
va surtout agir sur ces facteurs de risque modifiables-là. Premièrement, nous pouvons avoir l'âge. Un âge adulte aujourd'hui, c'est un âge considéré comme à risque de diabète. Mais il ne faut pas trop considérer l'âge parce que nous avons des enfants qui peuvent faire un diabète de type 2. Voilà. Et les facteurs de risque ici, je parle des facteurs de risque liés au diabète que l'on peut prévenir. Donc si on parle de l'âge, sans tenir compte parce qu'il y a des enfants qui peuvent faire un diabète également de type 2, nous avons l'hérédité, nous avons également la sédentarité, le surpoids et l'obésité. Nous avons, dans l'hérédité, il faut rappeler les antécédents familiaux de diabète. Nous avons l'intolérance, les antécédents d'intolérance ou la présence d'une intolérance au glucose. Nous avons l'hypertension artérielle, qu'elle soit traitée ou non. Nous avons la dyslipidémie, qui est le taux de lipides qui est élevé dans le sang. Nous avons le tabagisme. Il faut rappeler que le tabagisme augmente la masse de matière grasse dans l'organisme, ce qui va contribuer à augmenter la résistance à l'insuline. Nous avons le stress et la dépression. Nous avons le syndrome des ovaires polykystiques chez la femme. Nous avons également les antécédents de diabète gestationnel ou de macrosomie chez la femme. Nous avons également le mot de sommeil ces dernières années qui est apparu, c'est-à-dire qu'un temps de sommeil inférieur à 6 heures ou un temps de sommeil supérieur à 9 heures constituent un facteur du risque de diabète actuellement. Nous avons en gros 4 grands critères de diagnostic. Le premier critère, qui est un critère qui est beaucoup utilisé, c'est un critère fiable, c'est un critère reproductible et peu coûteux. Il s'agit de la glycémie à jeun. C'est-à-dire qu'on réalise une glycémie à jeun et c'est une glycémie à jeun supérieure à 1,26 g par litre qui va faire évoquer un diabète. Et cette glycémie à jeun doit être confirmée par une autre glycémie à jeun qui doit se faire sans un très grand délai. Et les deux glycémies à jeun supérieures à 1,26 g par litre vont confirmer en fait le diagnostic de diabète. Mais nous avons également un deuxième critère diagnostic qui est la glycémie casuelle. La glycémie casuelle, en fait, c'est une glycémie qui est faite quelle que soit l'heure. Et une glycémie casuelle qui devient supérieure à 2 g par litre en présence des signes du diabète fait retenir un diagnostic de diabète. Le troisième critère, il s'agit de l'hyperglycémie provoquée par voie orale. Cette hyperglycémie provoquée par voie orale, en fait, c'est un examen qui permet en fait de rechercher une intolérance au glucose. Il est utilisé dans le dépistage du diabète gestationnel et également dans les études épidémiologiques. L'hémoglobine, le quatrième critère et le dernier, il s'agit de l'hémoglobine glyquée. C'est un critère que l'on ne peut pas utiliser dans nos populations à cause de la présence des anomalies quantitatives et qualitatives liées à l'hémoglobine, voilà, présente dans nos globules rouges.